Il incarne la presse indépendante et libre. Éric Fotorino est mon invité, c'est un grand plaisir de l'accueillir. Le 1 Hebdo, on va en parler de cette une, on va parler aussi de Légende, le magazine avec Simone Veil, Zadig qui va peut-être renaître avec des donateurs, un soutien pour qu'une presse libre existe. Avant de parler de l'actualité, de la grève aujourd'hui, la 10e journée, un mot Éric Fotorino sur cette liberté de la presse. On dit beaucoup que ce sont des milliardaires qui possèdent les chaînes de télévision, la presse. Est-ce qu'une presse libre comme la vôtre a encore une chance ? Alors, elle a une chance à condition que les pouvoirs publics soient conscients qu'on est traité très inégalement. Un exemple très brûlant, ça a été le doublement des prix du papier dans l'année 2022. Évidemment, lorsque vous êtes milliardaire, c'est un chiffre un peu plus gonflé sur votre compte d'exploitation. Lorsque vous êtes complètement indépendant, comme vous le dites, sans actionnaire, sans publicité, le doublement des prix du papier fait que vous pouvez mourir à tout instant. Oui. Et aujourd'hui, j'ai signalé aux pouvoirs publics que les aides qu'ils veulent donner pour compenser une partie de la hausse du prix du papier doivent être versées. Mais ça fait des mois qu'elles ont été décidées. Elles sont prévues, mais pas versées. Elles ont été décidées au mois de décembre. Nous sommes fin mars et nous n'avons toujours pas vu le moindre euro. Oui. Donc qui peut verser cette aide pour vous sauver, en fait? C'est ça? En fait, c'est le ministère de la Culture qui est évidemment en charge de ces questions-là. Mais au-delà, si vous voulez, d'une aide sur le prix du papier, c'est accepter et même exiger qu'il y ait dans ce pays, à côté de la presse détenue, contrôlée, par, comme vous l'avez dit, par des milliardaires, qu'il y ait des entrepreneurs privés comme nous, indépendants, qui veulent encore donner à l'information toute sa pluralité, son pluralisme et donc son indépendance. Oui, mais sinon, ça veut dire quoi? On va avoir un monopole d'expression? Ça veut dire qu'en France, en 2023, quand on voudra faire un journal, il faudra s'adresser à une personne puissante qui a réussi dans le privé, non pas dans la presse, mais dans le luxe, dans des différents domaines industriels qui n'ont rien à voir avec la liberté de la presse. Donc on lance un appel à Madame Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture française, débloquer cet argent pour qu'Éric Fotorino puisse continuer. Oui. Alors bien sûr, mais pas seulement moi. Je parle de Society, je parle de Philosophie Magazine, de l'Éléphant, de beaucoup de titres, de 21, de tous ces beaux titres-là. Mais si vous voulez, vous parlez de Zadig. Zadig n'est pas mort, heureusement, on continue. Mais simplement, on a en effet fait un appel aux dons pour payer quoi ? Pour payer du papier, pour acheter du papier. Oui. Et vous avez reçu beaucoup de dons. Oui, on a eu ça qui est extraordinaire aussi. On a demandé 60 000 euros, on est aujourd'hui à 130 000 euros. Ça veut dire qu'il y a une adhésion du public et les gens nous disent, quand ils nous aident, ils nous disent « nous, on veut que vous existiez, on tient à vous ». Et donc ça, je crois que c'est aussi une voix qu'il faut entendre. On tient à vous, Éric. La démocratie sur des braises, ça c'est le 1 Hebdo, donc le dernier numéro. On voit Emmanuel Macron, on voit les grèves. Aujourd'hui, c'est la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une scène parfois de chaos, beaucoup de violence maintenant, ça fait partie du sujet. C'est vraiment la démocratie aujourd'hui qui est sur des braises, comme vous le dites à la une? Oui, parce qu'au-delà même de la question, j'allais dire presque technique des retraites et sociétale évidemment, qu'est-ce que ça veut dire de prendre sa retraite, d'arrêter une vie de travail et à quel âge? C'est vraiment les fondements de la démocratie. C'est-à-dire qu'on voit bien que lorsqu'une décision est prise aussi verticalement, c'est-à-dire que finalement, on a écouté le peuple, mais on a dit non, le peuple est peut-être légitime, mais pas la foule dans les rues. Donc le président Macron a fait le distinguo entre la foule et le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un exécutif qui décide, qui ne fait même pas voter la loi, puisque c'est le 49.3, il aurait fallu qu'une motion de censure passe pour qu'elle ne soit pas adoptée. Et maintenant, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, c'est les institutions, mais ce que disent les Français, ce qu'ils disent chaque jour dans la rue, on ne les écoute pas. Et là, ça peut amener à tous les débordements dans la mesure où la démocratie, en 2023, c'est pas celle d'il y a même 10 ans ou 20 ans. C'est une démocratie qui a besoin de co-construction, comme on dit, de la décision publique, de faire que les citoyens participent, non pas seulement soient consultés pour donner leur avis, mais qu'ils participent à l'élaboration de la décision. Oui, donc là, vous le dites d'ailleurs, et cette une le dit, il y a d'ailleurs la vision du général de Gaulle à la une. Oui. Au fond, ça fait penser à mai 68. Mais c'est-à-dire qu'au fond, et d'ailleurs, c'est des mouvements qu'on voit aussi en Europe. C'est ça, c'est-à-dire que ce qui se passe en France, on le voit beaucoup en Grande-Bretagne aujourd'hui, mais aussi à des degrés moindres en Allemagne, et on a vu quand même l'extrême droite prendre le pouvoir en Italie et en Suède. Donc et tout ça, c'est des mouvements qui, à un moment donné, convergent vers l'idée que les politiques ne nous entendent pas. Donc, on va aller vers des pouvoirs beaucoup plus radicaux et on voit bien le danger que ça peut représenter. Mais ça veut dire qu'Emmanuel Macron est en train de faire le jeu d'une victoire de l'extrême droite en France? C'est ce que craignent. Je ne pense pas que ce soit un jeu volontaire, mais c'est ce qu'on peut craindre dans la mesure où d'exaspérer le peuple, à un moment donné, ça finit par le faire se détourner des
institutions légales ou légitimes et de le faire aller expérimenter des solutions inédites, en tout cas inédites dans la période contemporaine. Mais avec les violences qu'on a vues, la contestation de ces bassines pour les agriculteurs, ou les violences que l'on voit dans les rues au moment des manifestations, ces fameux Black Blocs. C'est ça. Si vous voulez, il y a des colères légitimes qui s'expriment légitimement par la manifestation, et puis il y a des colères illégitimes qui viennent d'une certaine manière invalider celles qui sont légitimes. Autrement dit, parce qu'il y a une ultra-violence quelque part, le pouvoir, on voit bien quand Emmanuel Macron parle de factions et de factieux, qui fait l'allusion à la volonté de prise du Capitole des hommes de Trump, ou de ce qui s'est passé pour soutenir Bolsonaro au Brésil, il y a une sorte d'amalgame, comme si ceux qui protestaient étaient finalement des séditieux. Et c'est là que je pense qu'il y a une forme d'injure à la population qui, elle, veut simplement qu'on l'écoute sur une question aussi centrale que sont les retraites. Oui, le 1 hebdo, le numéro 439, c'est absolument passionnant. Plein d'articles comme ça, la démocratie sur des braises, pour tout comprendre de ce qui se passe en ce moment, de l'enjeu de cette crise. Mais là, voici un visage. Grâce à vous, ce visage est apparu sur tous les kiosques, à Paris et ailleurs. Simone Veil, le numéro légendaire évidemment, Simone Veil. Oui. C'était, j'allais presque dire, incontournable que ce magnifique numéro collector relate l'histoire de cette héroïne. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça parle aujourd'hui, cette femme qui s'est tellement engagée justement dans les combats sur la santé, les combats pour les détenus, pour évidemment la mémoire de la Shoah, et puis sur le sort des femmes, des jeunes femmes en particulier, qui voulait avorter. C'est une figure, effectivement, qui est symbolique aujourd'hui de ce qui manque souvent dans l'univers politique et dans la société tout court. C'est à la fois la sincérité et le courage. On connaît tous le parcours de Simone Veil, de Simone Jacob et sa famille, Auschwitz. Et c'est une des rares familles françaises qui ont connu 2 déportations. La déportation parce que juive, et pour une de ses sœurs, la déportation parce que résistante. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, par son parcours, qui rappelait, après la guerre, je ne parlais pas parce qu'on ne m'écoutait pas, on ne voulait pas m'entendre, et qui a toujours martelé, dès qu'elle a pu, ce discours sur qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que la démocratie, justement, et qu'est-ce que c'est que l'empathie, le regard sur l'autre, et en particulier les plus fragiles, les détenus, mais on en parle beaucoup dans ce numéro, les femmes en détresse parce qu'elles sont dans une grossesse qu'elles n'ont pas souhaitée, les malades du sida. Elle a vraiment été, comme ministre de la Santé, très à l'écoute, et le film qui a été fait sur elle le montre bien. Donc c'est une femme engagée, sincère, et assez raide, mais raide pour l'autre et non pas contre l'autre. Oui, Elsa Silberstein, qui justement dans ce fameux film de Éric Dahan a incarné Simone Veil, témoigne dans le Légende. C'est ça. Et effectivement, plein de facettes de Simone Veil, on croit la connaître, mais elle reste d'une modernité absolue, elle nous parle. C'est vrai. Alors, on a quelquefois ces conversations avec son amie d'Auschwitz, Marceline Loridan-Ivens. Et Marceline disait une chose, les fascistes, les nazis ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait. Donc quand quelqu'un a fait le mal absolu, finalement, pour continuer à détester, il va le détester, sa victime, parce qu'il lui a fait du mal. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a toujours retenu, Simone Veil, c'est que cette bête-là est toujours là, et il faut la combattre, la contredire tout le temps. Elle avait près de 90 ans à sa mort, elle était encore dans ces combats-là. Oui, une femme d'honneur, une femme qui avait la France dans ses veines, oui. Même, et qui n'oubliait pas, d'ailleurs, qui avait tendu sa main pour la sauver pendant la déportation, et qui d'ailleurs a voulu que les justes figurent au Panthéon. Bien sûr, et de la même manière que lorsqu'elle rentre à l'Académie française, elle fait inscrire sur son épée le chiffre qui est tatoué sur sa peau. Et alors, il y a beaucoup de témoignages très intéressants d'Annie Ernaux, de Delphine Orwiller, d'Ursula von der Leyen, qui, comme présidente de la Commission européenne. Mais Delphine Orwiller dit
misogynie et antisémitisme, c'est du copier-coller. Et elle a reçu vraiment des tombereaux de haine, Simone Veil, au moment de la loi sur l'avortement, vous savez, parce que pour les plus conservateurs de la société, le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient à la nation. Et que le corps de la femme, ce soit une femme juive qui décide de ce qui deviendrait dans cette émancipation, évidemment, une grande partie de son camp, de la droite très conservatrice, ne lui a jamais pardonné. Oui, c'est une femme courageuse jusqu'au bout, qui craque par moments. Oui. Comme vous le disiez, pendant ces fameux débats pour dépénaliser l'avortement, elle est insultée, elle est traitée, Elle est insultée, je me souviens, de tricoteuse de Giscard. Bien c'est sûr. le mot que l'on emploie à l'époque contre elle. Exactement. Alors, il y a une photo qui a été mal interprétée parce qu'elle était très fatiguée à un moment donné. Elle s'est mise le visage dans les mains. Mais elle a souvent dit, et ceux qui étaient là le disent, mais elle ne pleurait pas. Elle avait passé la nuit à l'Assemblée. Elle était fatiguée, mais elle n'était pas... et d'ailleurs, son discours, elle l'a fait d'une voix assez tranquille. Elle n'a pas crié. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle a dit, je m'excuse de m'assembler, de m'adresser à une assemblée exclusivement composée d'hommes. Et cette petite voix pour dire ça, c'était de dire, Ouais. vous voyez ça, c'est fini. Oui, on voit des images dans ce légende absolument incroyable, Oui. des photos. Photos Alors là, c'est que absolument notamment folle. sa famille nous Ouais. a données. Des photos très... Une photo très belle, je ne sais pas si on peut la montrer, où elle est cheveux lâchés avec Ouais. justement le tatouage du chiffre. C'est une photo rare, voilà, Ouais. elle est là. Une énergie incroyable. Dominique Missika qui signe l'article. C'est hein. ça, c'est Ouais. ça. Et l'Europe, un des grands combats de sa vie, Bien sûr, l'ultime c'est-à-dire- combat, parce qu'elle Voilà. a l'Europe aussi dans le sang comme une nécessité. Oui, et elle le dit d'ailleurs à un moment donné, si un jour est portée à la tête du Parlement européen une femme juive rescapée d'Auschwitz, alors on peut espérer dans l'Europe. Et c'est ce qu'elle a fait, ce qu'elle a incarné. Oui, on voit la déferlante féministe. Ce sont des photos qui ont marqué l'époque. C'est une Bien personnalité Oui. qui traverse son temps et qui l'incarne aussi C'est d'une ça. façon. Tous les soubresauts de la société, encore aujourd'hui, de ce que l'on vit maintenant. Oui, parce que si vous voulez, tous les combats qu'elle a menés, dont on peut penser que c'est le germe de ces combats, elle l'a trouvé dans la détention, dans la déportation, c'est toujours faire en sorte que la société non seulement respecte, mais protège les plus faibles. Et là-dessus, elle n'a pas de jugement de valeur. Des détenus, des malades du sida, elle leur tend la main et elle considère pour les détenus qui peuvent s'élever, qui peuvent justement se sortir de leurs conditions pour ce qu'ils ont fait par le passé, qu'ils ont un avenir, à condition d'être enseignés, d'être pris en main. C'est quelqu'un qui avait une grande humanité, une grande dureté aussi, mais une grande humanité. Oui. Merci Éric Fotorino. Regardez, ces légendes, Simone Veil, hein, c'est absolument formidable. Et aussi des photos intimes, très personnelles c'est ça. de Simone Veil, aujourd'hui qui repose au Panthéon avec son mari. Et Antoine. puis le dernier numéro du 1 Hebdo, que je vous conseille pour tout comprendre de la crise. On a prolongé en kiosque exprès. Voilà. Merci Éric Fotorino d'avoir Merci, été notre Patrick. invité.